Merci. Donc la discrimination salariale, alors même, mais je ne déflore pas le sujet plus que cela, les personnes qui ont été actives, qui ont fait acte de service public, acte de service de protection des populations lors de cette crise, eh bien, ce sont les catégories sociales les plus modestes et la classe ouvrière, pour faire simple. Que ce soit dans le domaine médical, mais d'une manière plus large, dans les services publics de proximité, dans les collectivités, dans les services de propreté et d'entretien, dans les transports, etc. Enfin voilà, on a vu la classe ouvrière à l'action, et fort heureusement, parce que ce n'est pas les classes moyennes et aisées qui, dans leur plénitude du télétravail réorganisé, auraient permis de gérer le service public. Donc Mornia a cette lourde tâche d'avoir cette double intervention. Troisième intervention, celle de Diangou Traoré, collectif citoyen des Francs-Moisins, ou collectif Francs-Moisins citoyens, association Francs-Moisins citoyens, donc qui va nous parler de cette implication citoyenne, car c'est aussi ce qui s'est produit pendant cette crise, c'est-à-dire une formidable implication citoyenne, et s'il devait y avoir à un moment donné, malheureusement dans la douleur, mais une preuve que l'ère du peuple, c'est bien ça l'avenir de notre société, c'est de voir que la première et la plus forte réponse, elle a été populaire et citoyenne. Ensuite, à Asdin, alors là, on va changer de registre, on va être dans la logique aussi des réponses politiques, de notre responsabilité aussi et de perspective. Asdin Taibi, maire de Stein, qui a eu la lourde tâche dans le 93 à Stein d'assurer la mission de service public d'une collectivité locale, sachant que l'autre enseignement de cette crise, ça a été que les collectivités locales ont été celles qui se sont substituées à l'État national aux côtés des citoyens et des salariés de la classe ouvrière, de porter l'action de solidarité et de service public. Et ça a été quelque chose d'extrêmement formateur, y compris dans les collectivités, de voir cet engagement citoyen et sa transcription dans l'institution locale. Et puis, en ce qui me concerne, donc, j'interviendrai en tant qu'adjoint au maire déjà de la ville de Grigny, donc la même situation en Essonne que certainement Asdin a vécu dans le 93, et puis de poser quelques questions, de vous offrir quelques pistes de réflexion sur les perspectives politiques de réappropriation de cet élan citoyen qui s'est produit dans l'organisation d'une société, d'un modèle de gouvernement qui soit à l'image de ce qui s'est passé dans la société sur le terrain. Voilà. J'ai terminé. Je passe la parole à Adeline et je les en remercie et leur remercie. Bonjour. Alors, Médecins du Monde, tout d'abord, c'est une organisation non gouvernementale où on travaille à l'étranger, mais en fait, depuis sa création, il y a 40 ans, on travaille aussi en France. Et c'est une grosse partie, en fait, de Médecins du Monde. Et notre devise, c'est « Soigner pour témoigner ». Ce qui va être assez important sur la suite, puisque justement, on n'est pas dans un principe de charité, d'aller soutenir les plus exclus, mais on est plutôt dans un principe de témoigner, dénoncer, et d'être dans la non-substitution, ce qui est parfois très difficile. La non-substitution à qui ? La non-substitution à l'État, au rôle des communes, au rôle des départements. Donc on va plutôt jouer un rôle de passerelle, une passerelle des plus exclus vers le droit commun. Donc le droit commun, c'est en fait toutes les institutions, le service public que, en tant que citoyen, nous avons le droit. Et quand cette passerelle, elle ne fonctionne pas, on va essayer de débloquer. Je vais parler en fait en 2 temps. Je vais faire d'abord une partie sur l'inégalité face à l'accès aux soins en général, pour après parler un peu de ce qui s'est passé pendant le Covid et les aggravations. Tout d'abord, l'accès aux soins en France, il y a de fortes inégalités. Une première, c'est le territoire. En fait, en fonction sur le territoire dans lequel on vit, on ne va pas avoir le même accès aux soins. Donc, on connaît tous le vocabulaire des déserts médicaux. En France, il y a quand même des grands déserts médicaux qui fait qu'on est obligé de faire 1 heure de route ou 1 heure de transport pour avoir accès à un médecin traitant. Alors, vous imaginez pour un médecin traitant, après pour un spécialiste, ça peut être encore plus loin. Donc, l'exemple, la Haute-Vallée de l'Aude, c'est un exemple. Le 93 est un exemple. Et en comparaison, quand on vit à La Rochelle ou quand on vit à Paris, on a une offre de soins beaucoup plus facile, avec beaucoup plus de médecins. Donc ça, déjà, c'est une première inégalité face aux soins. Après, on a une deuxième inégalité qui est l'inégalité économique. Puisqu'en fait,
même si on parle de gratuité des soins, à un moment, les soins, le médecin, l'infirmier ou l'infirmière, les médicaments, les soins en hôpitaux, il faut qu'ils soient payés. Et donc ça, il y a toujours, à un moment, il faut payer la facture. Donc quand on a une carte vitale, qu'on a une sécurité sociale, ce qui est le cas pour les citoyens français, eh ben, c'est la sécurité sociale, la CPAM, qui va payer les soins ou les rembourser. Après, il y a quelques systèmes en France, comme les permanences d'accès aux soins et à la santé, qui vont permettre de payer ces frais. Il y a l'aide médicale d'État pour les personnes en situation irrégulière qui font le dossier, ce qui n'est pas si simple. Donc si on n'a pas de sécurité sociale, ça veut dire qu'il faut payer ses soins soi-même. Donc là encore, si on n'a pas d'argent, on n'a pas d'accès aux soins. La troisième inégalité, je dirais que c'est aussi une égalité sociale. C'est-à-dire que quand on travaille sur des horaires compliqués, qu'on ne peut pas prendre des jours pour aller se faire soigner, eh bien on n'a pas accès aux soins non plus. Et ça, ça touche beaucoup de populations en situation de précarité. Puisque souvent, quand on est en situation de précarité, on est sur des boulots où on n'a pas forcément la flexibilité pour prendre son rendez-vous. Donc là, ça va bloquer aussi. On va être aussi sur des inégalités en termes de vie. Je vous donne un exemple. Les femmes qui vivent dans les bidonvilles et qui ont, par exemple, plusieurs enfants non scolarisés, parce que c'est la situation aujourd'hui en France, les femmes qui vivent les enfants qui sont en bidonville, 75% d'entre eux ne sont pas scolarisés. Donc une femme enceinte qui a, disons au hasard, deux ou trois enfants non scolarisés, il faut qu'elle s'en occupe pendant la journée, donc pas de temps. Et en fait, plus le risque d'expulsion, puisque dans les bidonvilles, en moyenne, une personne est expulsée 3 fois par an. Donc il y a toujours un risque de se faire expulser. Et bien, la prévention, le suivi grossesse, ça passe en second. Après le fait de trouver ce qu'on va donner à manger à ses enfants, après s'être occupé de ses enfants, et après savoir où on va dormir. Donc forcément, eh bien, un suivi grossesse, on va le décaler tout le temps. Ce qui explique aussi, voilà, c'est la même chose pour les suivis gynéco, dentistes, ophtalmo. Donc voilà. Et à tout ça, on rajoute pour les populations souvent les plus précaires le problème de la langue. Assister à une consultation, et ça vous est peut-être déjà arrivé, qui n'est pas dans votre langue maternelle, ça peut être très compliqué. Et alors assister à une consultation d'un médecin qui n'est pas dans votre langue maternelle et qui n'a aucune langue que la personne parle, c'est quasiment impossible. Donc il n'y a pas non plus d'adhérence au traitement puisqu'on ne le comprend pas. Donc l'ensemble de ces inégalités, on les retrouve dans plusieurs régions et malheureusement en Seine-Saint-Denis, une grande partie de la population se retrouve dans ces difficultés-là, quoi. À ceci, il faut rajouter aussi des difficultés liées en fait au changement de système de santé par rapport à son pays. Je vais donner un exemple assez simple. En Roumanie, jusqu'à présent, il n'y avait pas, sous le système communiste, en fait, il n'y avait pas de médecin traitant, c'est-à-dire qu'on allait à l'hôpital automatiquement. Donc d'une personne roumaine qui va arriver en France, elle va avoir le réflexe d'aller à l'hôpital directement. Sauf qu'en France, ça ne fonctionne pas comme ça. En France, on va voir son médecin traitant. Et c'est son médecin traitant qui va donner la lettre pour le spécialiste. Donc si la personne n'a pas de médecin traitant, elle se retrouve bloquée. Ou alors elle se retrouve à la case urgence, qui, on le sait, aujourd'hui sont saturées. Donc voilà, ça c'était pour vous brosser un peu les inégalités en termes d'accès aux soins en général. Après, pendant le Covid, on a eu une aggravation à 3 niveaux. Alors, le premier, c'est celui qu'on a tous vécu, mais qui a été encore plus accentué pour les populations les plus précaires, c'est comment se soigner quand on a la Covid. Alors, tout simplement, là, il y a eu un oubli total de sensibilisation, de messages de prévention aux populations les plus précaires. Je donne un exemple, je suis intervenue dans des squats sur la première semaine du confinement et dans des foyers, les gens n'avaient pas reçu les messages de prévention. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été faits uniquement en français. Donc forcément, c'est compliqué. Et puis, tout le monde n'a pas la télé, notamment dans les foyers, dans les squats, dans les bidonvilles. Donc tous ces messages-là qui sont passés par la télé et les radios françaises en français, du coup, n'ont pas atteint ces gens-là. Après, il y a eu tout simplement une des consignes quand on avait des symptômes, c'était d'appeler au téléphone son médecin traitant. Et quand on n'a pas de médecin traitant parce qu'on n'a pas de sécurité sociale, on appelle qui ? Personne. Donc on ne peut pas demander de conseils. Et donc ça, on a eu vraiment, nous, des gens qui se retrouvaient seuls face à des symptômes et qui ne savaient pas quoi faire. Alors en plus, si on appelle les numéros qui ont été créés pour cette pandémie, eh bien, ces numéros, ils sont en français. Il n'y a pas de possibilité d'interprétariat.
Donc pareil, on se retrouve avec un problème des symptômes et on ne peut pas bien les expliquer et la personne au téléphone ne peut pas les expliquer. Alors ça, c'est une solution qui est quand même... il y aurait des solutions très simples. L'interprétariat par téléphone, ça fonctionne bien. Il y a des villes qui l'utilisent. Médecins du Monde, on l'utilise tous les jours. Alors certes, ça a un coût, puisque derrière, il y a des interprètes, mais c'est faisable par téléphone. Donc ça aurait pu être facilement mis en place. Les masques, pareil. Quand on est en difficulté financière, le coût d'un masque, c'est la même chose. Donc on a eu toutes ces questions-là. Par-dessus, ce qu'on a remarqué aussi et qui était compliqué, c'est que quand on est malade, si on est en situation irrégulière, on a déjà peur de la police. Des fois, on confond police, hôpital, c'est l'État, est-ce qu'à l'hôpital, je ne vais pas me faire arrêter? Et donc on s'est retrouvé avec beaucoup de gens qui avaient peur aussi de parler de leurs symptômes. Dans des foyers, des gens qui ont caché leurs symptômes en se disant « non mais si ». Ils apprennent que je suis malade, je vais me faire expulser du foyer, et puis peut-être que je me ferai même expulser de France. Donc on a eu aussi cette problématique qui a été assez compliquée à gérer. Donc ça, c'était vraiment se soigner, je vais dire, de la Covid. Par contre, après, on a vu une aggravation au niveau de la santé en général. Donc ça, c'est une aggravation qui s'est faite au niveau de toute la France. C'est-à-dire qu'on a remarqué que le stress provoqué par la pandémie, des messages à répétition qui disaient « ne sortez pas, n'allez pas voir vos médecins, n'allez pas à l'hôpital », fait que toutes les personnes avec des pathologies chroniques ou les personnes avec un traitement n'ont pas forcément fait renouveler leur traitement. Elles ont attendu en se disant « je vais attendre ». Sauf que 6 semaines, 8 semaines, 2 mois, un traitement pas suivi pendant 2 mois, ça a provoqué une aggravation des pathologies. Donc ça, on l'a eu en général sur la population française. Sauf que là, sur les plus précaires, comme c'est des gens qui n'avaient pas de sécurité sociale ou qui avaient l'aide médicale d'État, ça a été encore plus compliqué. Une aide médicale d'État, par exemple, c'est pour 1 an. Donc il fallait la renouveler. Alors exceptionnellement, il y a eu des mesures qui étaient très intéressantes, qui étaient l'aide médicale d'État ne se terminera pas pendant le confinement, elle sera renouvelée de 2 mois de plus. Sauf que pour ça, il faut prévenir les gens. Les gens n'étaient pas au courant. Donc beaucoup de gens avaient une aide médicale d'État périmée et donc ne pouvaient penser qu'ils ne pouvaient pas aller se soigner parce qu'un traitement diabétique, c'est un coût. Un traitement pour l'hypertension aussi. Donc on a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas pu faire continuer leur traitement pour ça. Tout le monde a été impacté par les mesures de confinement, par les quarantaines, qui fait qu'on a aussi, bizarrement, les services des PAS, donc des permanences d'accès aux soins à la santé, qui sont des services dans les hôpitaux ou dans les villes pour les personnes qui n'ont pas de sécurité sociale, c'est les premiers services qui ont été fermés. Donc forcément, pareil, non-accès. Et puis ce qu'on a remarqué dans beaucoup d'hôpitaux, c'est que comme il fallait vraiment limiter les services uniquement au cas Covid, il y a eu des gardiens de sécurité qui ont été mis à l'entrée des hôpitaux. Et donc c'est pas du personnel soignant qui peut identifier si c'est un cas Covid ou pas. Non, des personnels de sécurité qui ont été mis à l'entrée des hôpitaux. Et donc on a eu beaucoup de refus de gens qui étaient avec des glycémies ou des gros soucis de pathologie chronique qui n'ont pas pu accéder à l'hôpital ou aux urgences parce qu'ils ont été refusés par le gardien de sécurité. Parce que soit le gardien avait des ordres stricts, soit tout simplement ils n'arrivaient pas à expliquer leurs problèmes. Donc on a des gens qui sont revenus dans les squats et dans les bidonvilles sans traitement. Et donc là, la seule solution qu'on avait, c'était de Médecins du Monde aller directement dans les squats et les bidonvilles pour identifier. Je vais déborder un peu. Pour identifier et pour après, nous, refaire la passerelle. Et la dernière aggravation qu'on a constatée, c'est les effets du confinement, en fait, et qui a été ressenti par tout le monde, mais alors en puissance 10, je dirais, pour les populations les plus précaires, puisque les populations les plus précaires, c'est souvent celles qui travaillent de manière journalière. Donc ça veut dire un salaire journalier. Donc si le travail s'arrête, l'argent s'arrête directement et pas à la fin du mois. Et donc du coup, on a eu des gens qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans nourriture. Alors c'est les gens qui travaillent dans le BTP au noir, c'est les gens toutes les personnes qui travaillent au noir ou journalièrement, c'est aussi les gens qui vivent de la mendicité. Donc du jour au lendemain, et là la Seine-Saint-Denis a été vraiment particulière pour ça, on a vraiment des gens qui ont failli mourir de faim. Moi, c'est la première fois, je suis humanitaire et je travaille depuis des années en Afrique et au Moyen-Orient, c'est la première fois où j'ai parlé de crise alimentaire en Seine-Saint-Denis. On a des gens dans des bidonvilles et des squats qui ne savaient pas ce qu'ils allaient manger, qui se partageaient des pommes de terre. C'était, voilà. Et ça s'est ressenti directement puisque, moi c'est la première fois aussi que je vois ça en France, la préfecture qui a fait des distributions alimentaires dans les squats, les bidonvilles et les foyers. Alors les associations
ont commencé en premier, et heureusement que les collectifs et les voisins étaient là. Et après, en second, le temps que s'organise, la préfecture a suivi. Et puis après, mon dernier point, en plus de l'isolement de ces personnes, eh ben, on a eu un problème d'accès à l'eau. Puisqu'en France, et alors la Seine-Saint-Denis aussi, on a beaucoup de gens qui n'ont pas l'eau chez eux. Et donc, non seulement, alors ça c'est gravissime, on est en France, mais alors en plus, en période Covid, où on parle des gestes barrières, où il faut se laver les mains, quand on doit faire une demi-heure pour aller chercher un bidon d'eau au parc, mais que là on est confiné, ben, on ne peut plus aller chercher l'eau. Donc non seulement on n'a plus l'eau pour tous ses besoins vitaux, cuisiner, se laver, mais aussi pour les gestes barrières. Et ça, en Seine-Saint-Denis, ça a été le cas de 90% des bidonvilles qui n'avaient pas l'eau. Et alors, je vais niveler par le bas, ce qui est assez horrible, mais je vous parle juste de l'accès à l'eau, qui a été résolu dans nombreuses villes où on a mis un robinet. Donc pas un robinet dans chaque cabane ou dans chaque endroit du squat, mais juste un robinet à l'entrée du bidonville. Et les gens pouvaient aller chercher avec leur seau d'eau les choses. Mais je ne vous parle pas des douches. J'ai aucun cas de bidonville qui a des douches. Et des sanitaires, je peux citer 3 villes en Seine-Saint-Denis, quoi, à peu près, qui ont accepté de mettre des sanitaires. Je vous parle de familles, de bidonvilles, avec en général ça va de 50 à 300 personnes. Et donc là, ça a été catastrophique en fait pour les gens. Et en conclusion, parce que j'ai quand même fait un tableau très noir, mais qui est la réalité, mais qui était la réalité avant, sauf que là, la différence, c'est que l'accès à l'eau, par exemple, ça a été un sujet. Avant, c'était impossible d'en parler. Les gens ne voulaient pas en prendre compte. Voilà. Là, on a pu, pour la première fois, faire bouger les lignes. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a des ONG qui se sont retrouvées directement à travailler avec les maires, avec l'appui des députés. On a aussi en Seine-Saint-Denis un préfet et une préfète à l'égalité des chances qui s'est intéressé à la question des foyers, des squats et des bidonvilles. D'habitude, ils s'y intéressent à la question, mais sous un angle expulsion. Là, c'était la première fois qu'ils s'intéressaient sous un angle santé publique, ce qui était intéressant. Et moi, je reste optimiste sur le fait qu'on va pouvoir continuer sur cet angle-là. On a eu aussi une énorme avancée, c'est que la trêve hivernale a été décalée jusqu'au 15 juillet. C'est la première fois qu'elle était réellement décalée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des expulsions, mais c'était déjà un premier signe. Et puis, on a, des nouveaux partenariats qui sont arrivés. Et je vais conclure, justement, la ville de Stein, par exemple. Il y a eu un partenariat pour la distribution des masques entre les agents de la ville et l'ONG Médecins du Monde qui, justement, parlait la langue roumaine, connaissait le bidonville et tout ça. Donc, c'est aussi des nouvelles manières de travailler qui fait qu'on espère que ça pourra continuer. Mornia, je te passe la parole tout de suite. Il y a un micro juste devant toi. Moi, ça me gêne toujours. Je crois qu'Éric c'est le micro, mais je ne sais pas si vous m'entendez sans micro. Ça va pas être capté. Ah, d'accord. Bon, très bien. Bon, je vais essayer. C'est pas facile pour moi de parler au micro, vraiment. Déjà parce que je parle très fort. Du coup, merci de m'avoir invité aujourd'hui à ce débat sur une question, malgré tout, qui est encore clivante en France. Parce qu'il est question des discriminations territoriales, mais en réalité, le vrai débat aujourd'hui, c'est l'intersectionnalité. Il faut parler, il faut nommer un chat. C'est à la fois les discriminations territoriales, discriminations sociales et les discriminations raciales. Voilà. Et moi, ça m'ennuie parce que, en effet, il est souvent évoqué le sujet sous la forme du social, de la précarité, mais très peu sous l'axe de l'origine. Or, alors je voulais me présenter avant, mais quand même, je voulais commencer par ces chiffres qui, pour moi, sont pas que symboliques, ils sont extrêmement graves et malheureux. C'est les chiffres de l'INSEE qui sont parus au mois de mai et qui abordent la question des effets du Covid, de la Covid, sur les populations racisées. Et du coup, ça fait froid dans le dos.
parce que, bon, je vous apprends rien, les chiffres qu'on nous donnait assez régulièrement sont les chiffres des gens morts à l'hôpital et les gens morts dans les EHPAD. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun chiffre des gens morts à domicile. Et il se trouve que, je me présenterai après, dans la ville dans laquelle je vis, Nanterre, mais également dans le 93, parce que j'ai beaucoup de familles dans le 93 et on en avait parlé avec Eric, il y a beaucoup de gens qui sont morts à domicile. Et ces gens-là, on en parle très peu. Du coup, l'INSEE a fait paraître des chiffres qui prend le taux de mortalité dans sa globalité de manière mensuelle, et notamment l'augmentation du taux de la mortalité en France sur la période du confinement en mars et en avril. Et ces chiffres, ils disent quoi? Ils disent qu'il y a eu une augmentation de la mortalité sur les mois de mars et avril de 68% pour les immigrés et de 21% pour les personnes qui sont nées en France. Ensuite, elle met un focus tout particulier. Je pense qu'elle a été contrainte certainement par des études qui ont été faites dans d'autres pays, et notamment l'Angleterre. Et là, elle va plus loin, elle dit que pour les subsahariens, il y a eu une hausse de 114% pour les décès, et pour les maghrébins, 54%, pour les asiatiques, de 91%. Donc moi, si vous voulez, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour dire une chose qui me semblait évidente jusque-là, qui est que les discriminations territoriales, sociales, et d'origine sont systémiques dans ce pays, et que dans le cadre d'une crise, qu'elle soit économique ou sanitaire, eh bien, ces populations-là sont tout particulièrement exposées, et que c'est le fait de l'État, c'est le fait de l'absence de mesures volontaristes pour neutraliser ces discriminations dans le quotidien, et qui, en effet, ont cru de manière massive dans cet épisode dramatique. Donc voilà, moi je voulais vraiment commencer par ces chiffres, parce que ce que je remarque, c'est que ces chiffres ont été très peu relayés. Il a été question à un moment donné d'expliquer que les populations tout particulièrement touchées étaient les populations âgées, donc de 70 ans, des populations dites vulnérables. Or, quelquefois, on a touché du doigt également des populations des quartiers populaires, mais on parle très peu du mot d'origine ou de race. Or, là, les chiffres sont incontestables. Donc c'est clair, aujourd'hui, la discrimination liée à l'origine tue en France. Voilà, il faut être clair et il faut se le dire, et il y a plusieurs raisons pour ça, à mon sens, et je vais rouvrir une petite parenthèse et me présenter, mais très rapidement, parce que je ne suis pas sûre que c'est un intérêt. Bon, moi je m'appelle Mornia Lapsi, je suis inspectrice du travail. Je ne vais pas vous parler que du travail, parce que je suis également habitante d'un quartier populaire, donc à Nanterre, et je suis également militante associative, et donc j'ai été amenée pendant cette séquence à travailler en tant qu'inspectrice du travail, mais en télétravail, parce que je suis quand même une petite bourgeoise, hein, donc moi j'étais pas exposée à la maladie, et j'ai été amenée par contre à faire des distributions alimentaires, à être militante en tant que parent d'élèves pour des enfants des quartiers populaires, parce que même là la discrimination s'est opérée de manière importante. Donc voilà, ça c'est pour me présenter. Donc pourquoi les gens sont racisés et précaires, ont été plus exposés, plus contaminés et sont donc plus morts pendant cette séquence du Covid-19 ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme l'a dit tout à l'heure le camarade, c'est que ce sont ceux qui ont permis la continuité économique dans ce pays. Donc voilà, tout le monde était content de se le dire, c'est bien, il y a des gens, ce sont les invisibles. Or, même quand on regardait BFM, qui n'est quand même pas la plus gauchiste des chaînes, on voyait bien que les gens qu'on montrait, c'était souvent des racisés et beaucoup des femmes. Donc ça aussi, c'est pour ça que la question de l'intersectionnalité, elle est fondamentalement importante quand on aborde la question de la discrimination. Et donc, en effet, ces personnes, ces habitants, ces habitantes, ils continuent à travailler en tant que caissière, en tant qu'aide à domicile, en tant qu'aide-soignante. Moi, je vous défie, moi je contrôle des EHPAD assez régulièrement, et je peux vous dire que pour la plupart, les aides-soignantes sont des femmes noires ou subsahariennes ou alors ultramarines. Et ces femmes, ces hommes, VTC, taxi, vigiles, ont continué à travailler allègrement sans que l'État
ne prennent aucune mesure pour les protéger et pour forcer leurs employeurs à mettre à leur disposition les équipements de protection individuelle. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup ici parce que ce n'est pas le sujet, mais nous, notre rôle en tant qu'inspecteur du travail, justement, c'est de veiller à l'application du droit du travail et notamment toute une partie qui s'appelle la prévention des risques liés des risques professionnels liés au travail. Il se trouve que même là-dessus, le ministère du Travail, qui, par répercussion de la politique de l'État, a pris des positions qui étaient clairement criminelles, qui consistaient à dire il n'y a pas de risque. C'était criminel d'une manière générale pour l'ensemble de la population française, puisqu'elle nous a expliqué allègrement, quand je dis elle, l'État nous a expliqué allègrement que, en effet, les masques n'étaient pas nécessaires parce qu'en réalité, ils n'en avaient pas. Mais pour ces personnes-là, l'impact a été fulgurant et a été très grave, puisque pour beaucoup, ils sont tombés malades. Donc, pas de protection individuelle, pas de mesures de prévention. Et il a fallu attendre fin mars, début avril, pour que enfin le discours se clarifie et encore et que le ministre chargé de mettre en œuvre les politiques de droit du travail précise qu'en effet, il incombe à l'employeur de mettre à disposition les équipements de protection individuelle et notamment les masques. Voilà, donc bon, je ferme un peu cette parenthèse parce qu'en réalité, moi, je vais parler de plein d'autres choses. Je vais témoigner ici en tant qu'habitante et ce que j'ai pu constater pendant toute cette séquence. Donc moi, pendant toute cette séquence, ce que j'ai vu, c'est mes voisines, mes voisins, pour certains, au chômage partiel, en activité partielle. Pour ces personnes-là, la plupart étaient déjà en temps partiel, donc vous imaginez de passer du travail effectif à du travail partiel, enfin une activité partielle, c'est une perte massive de revenus pour la maison, ce qui a généré pour beaucoup, en effet, une précarisation forte, et en effet, on a constaté un phénomène de paupérisation au point que beaucoup de familles ne pouvaient plus s'acheter de quoi manger, et du coup, en effet, moi j'ai constaté une solidarité très forte d'une part des voisins, mais également des associations, et qui se sont substitués clairement à l'État et au pouvoir public en général. Moi, si je dois parler de ma ville, le maire s'y est mis bien un mois et demi après, parce que ça tournait sur les réseaux sociaux et parce qu'il était acculé. Donc ça, c'est une chose. On a eu également des gens donc, qui étaient amenés à travailler assez quotidiennement, qui se rendaient sur le lieu de travail, non protégés, qui étaient exposés donc massivement à un public qui était lui-même non protégé, qui utilisait les transports en commun et qui revenait à domicile et qui, par la force des choses, parce qu'en plus d'avoir des travaux pénibles, ces gens-là, souvent, ils sont mal logés. Voilà, donc ils sont dans des appartements exigus. Pas toujours. Hier, on parlait avec la camarade, et en effet, dans le 93, mais même dans des endroits de Nanterre, les logements peuvent être assez grands. Il n'empêche que, proportionnellement au nombre d'habitants, c'était non seulement inconfortable, mais totalement inadapté. Et cette promiscuité a généré des fortes contaminations, en plus des contaminations qui étaient possibles, imaginables, dans le cadre du trajet et dans le cadre professionnel. Et ça a conduit, en effet, à des désastres, à des gens qui étaient très malades, qui étaient confrontés au désert médical, parce qu'en effet, moi j'ai quelques chiffres. C'est le cas à Nanterre, tous les médecins traitants qui partent ne sont absolument pas remplacés. Et dans le 93, j'ai cru comprendre qu'on avait 54 médecins pour 100 000 habitants. C'est vous dire. Donc oui, l'accès aux soins est clairement caractérisé par la discrimination aussi. Donc il y a aussi la difficulté à se soigner, parce que il y a eu la mise en œuvre d'une nouvelle manière de se soigner, notamment la visioconférence. Et moi, je peux vous dire que les gens qui m'entouraient, la visioconférence, pour eux, c'était complètement abstrait. Et donc, ils étaient chez eux, malades. Ils essayaient quelquefois de contacter le SAMU. C'était pas facile, 45 minutes, voire 1 heure quelquefois. Et du coup, finalement, ils désespéraient et ils restaient à la maison. Ça a conduit à quoi ? Ça a conduit à plusieurs décès. Je vous dis, j'ai une pensée pour une infirmière qui est décédée dans notre quartier, un taxi, et qui n'avait absolument pas les critères de vulnérabilité qui étaient évoqués un peu partout, mais qui était simplement tout particulièrement exposée. Et cette donnée, elle a fait baisser
finalement, je ne sais pas si c'est la médiane ou la moyenne d'âge. C'est-à-dire que très rapidement, on est passé de 70, 75 à 60 ans. Eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est toutes ces personnes qui ont fait baisser cette moyenne d'âge. 2 minutes. OK. Donc, il y a cette discrimination qui a été opérante et il y a également, je voulais en parler rapidement, même si hier ça a été largement balayé, c'est l'exposition de nos jeunes à une violence policière exacerbée. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté des contrôles qui étaient déjà existants dans mon quartier au faciès, mais des contrôles violents, des policiers chargés, qui chargeaient contre les jeunes même, contre des gens qui allaient faire leurs courses, des contraventions mises de manière répétée à outrance. On sentait que cette violence était totalement légitimée et pour cause. Il me semble que courant avril, le préfet avait laissé entendre que finalement, si la contamination et la contagion étaient exacerbées, c'était la faute des personnes issues de ces quartiers populaires qui ne respectaient pas les consignes sanitaires. Donc voilà, j'avais plein de choses à dire, mais je veux en finir moi rapidement. Parce qu'on en avait discuté avec Pascal, il faut que ça ne se reproduise pas, mais la réalité, c'est que tant qu'en France, on ne prendra pas des politiques volontaristes dans le champ professionnel, dans le champ du logement, dans le champ de l'instruction, dans le champ de l'éducation, dans le champ de l'accès aux droits, qui neutralisent les discriminations liées à l'origine, liées au genre, liées au territoire, on n'arrivera pas à résoudre ces problèmes-là. Stop à la discrimination systémique et j'invite sur ce point-là l'ensemble des Blancs qui sont dans la salle à se poser la question de leur action individuelle ou collective pour lutter réellement contre les discriminations systémiques. Voilà. Merci Mornia. Eh bien, on va passer vraiment là au cœur du sujet de cette action citoyenne qui a été saluée déjà par les 2 premiers intervenants. Diangou, action pratique. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Je me présente, je m'appelle Diangou Traoré et j'habite au quartier Franc-Moisin à Saint-Denis. Un très grand quartier qui fait plus de 10 000 habitants. 10% de la ville de Saint-Denis. Donc moi j'ai une association qui s'appelle Franc-Moisin Citoyenne. On a conçu cette association suite à l'abandon des institutions au niveau de mon quartier. Mon quartier, il a été abandonné, on va dire complètement abandonné, méprisé. Donc on s'est dit on va créer une association, c'est-à-dire des jeunes avec qui j'ai grandi, et une autre personne qui s'appelle Christelle Husson, qui est maintenant à Stein. Et la première action qu'on a faite, c'était brigade verte, nettoyage du quartier. On a nettoyé le quartier parce qu'à un moment donné, il fallait interpeller les institutions en disant hop, 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 si les habitants nettoient le quartier, c'est qu'il y a un problème. Et la première brigade verte qu'on a faite, c'était en 2017 exactement. On a fait 4 brigades vertes pour nettoyer complètement le quartier. Et en même temps qu'on nettoyait le quartier, on a fait des diagnostics urbains, c'est-à-dire qu'il y avait des élus qui étaient avec nous. Écoutez, si vous voyez des détritus à cet endroit-là, peut-être qu'il manque une poubelle, tout simplement. Un diagnostic urbain et en promenade, c'est vraiment facile à le faire. Maintenant, je vais plus rentrer dans les pratiques qu'on a fait au niveau du Covid. Nous, quand on a entendu directement à la télé qu'on n'avait pas besoin de masque, nous, on n'a pas cherché à comprendre. On a fait directement un appel sur les réseaux sociaux aux couturières pour coudre des masques. Même si l'appel qu'on a lancé, il a été critiqué en disant que oui, on n'a pas à mettre des masques en tissu, ça ne sert à rien, on n'a pas cherché à comprendre. Heureusement qu'on a un département très généreux et qu'on a des couturières très volontaires. Elles nous ont cousu énormément de masques qu'on a distribués dans le quartier. Moi, ce que je peux dire, c'est que pendant cette période-là, les équipements, les structures municipales ont été complètement absentes. On a été abandonnés, mais de tous les côtés. Il y a eu un désert, on dirait qu'on traversait le Sahara. Pendant ce confinement, il y a eu une fracture économique sociale qui a été mise à vue au niveau de tout. On sait que le 93 est un département pauvre, qui a été touché par le Covid, mais malgré ça, le 93 reste un département très riche, solidaire et riche par son patrimoine. La première chose qu'on a observée, c'était les pertes de salaire. Beaucoup d'habitants ne pouvaient plus aller travailler. Donc, quand tu ne peux plus travailler, tu n'as plus de salaire et tu ne peux plus te nourrir. On a eu aussi, au niveau des enfants,
Les devoirs par mail, ça a posé un très gros problème. Je suis d'accord pour qu'on envoie les cours par mail, mais il faut penser que certains parents n'ont pas d'ordinateur, ou pire, n'ont pas d'imprimante, la cartouche coûte très très cher. Les appartements, même si dans mon quartier franc-moisin, les appartements sont trop grands, parfois sont inadaptés. C'est-à-dire que dans un F2, on peut retrouver une famille avec 6 enfants. Alors, essayer de contenir 6 enfants, le papa et le maman, c'est-à-dire 8 enfants dans un F2 pendant 2 mois, si vous passez pendant 2 mois un bon moment, j'attends cette personne-là qui me dise qu'il a passé un bon moment pendant ces 2 mois-là. Consommation d'eau qui ont explosé, consommation de nourriture qui ont doublé, vu que les enfants ne vont plus à la cantine, donc ils mangent plus à la maison. Les contrôles de police, ça c'était le record absolu dans mon quartier. J'en ai tellement snappé. Ah là là, la BAC, c'est même plus la police municipale, c'est la BAC. C'était le jeu du cache-cache et le jeu du chat à la souris. Là, franchement, ils se sont vraiment lâchés, mais pour tout et n'importe quoi. Même avec l'attestation, les horaires étaient respectés, contrôlés. Je me rappelle qu'on a fait une intervention symbolique. On a nettoyé les digicodes et les poignées d'entrée, puisqu'à un moment donné, il n'y avait plus de gardien. Donc on s'est dit, nous-mêmes, on va le nettoyer. On s'est fait contrôler par la BAC, on ne les a même pas vus arriver plusieurs fois dans la journée. Et pourtant, on avait l'attestation. Pour vous dire que le contrôle, c'était leur moment de gloire ou même, je pense, de fierté de contrôler énormément de personnes. Nous, les habitants, on va dire humanistes, on s'est dit, c'est bon, à un moment donné, on va prendre les choses en main, surtout qu'on sortait de la grève des transports, le gilet jaune, et là, on retombe dans le Covid. On s'est dit, à un moment donné, c'est bon, stop. On s'est auto-organisé. Au départ, c'était une auto-organisation interville, c'est-à-dire nous, les premières denrées alimentaires qu'on a fournies fin mars au milieu d'une place, parce qu'on n'a pas de local, au milieu d'une place rouge, c'est la ville de Sevran qui nous a fourni ces denrées alimentaires. C'était des fruits et c'était à base de tonnes. À partir de là, nous, on a fait des paniers alimentaires toujours dehors. J'ai recensé les personnes, les appelé. Ils sont tous venus faire la queue, un par un, pour récupérer leur colis alimentaire. Et ça a continué chaque semaine. Chaque semaine. Après, il y a eu une auto-organisation interquartier. C'est-à-dire qu'à Sani, tu as d'autres grosses associations comme Seven Dream, où aussi qu'ils avaient des denrées alimentaires. Ils nous en donnaient et on redispatchait parmi les habitants. Mais moi, ce que je veux vraiment signaler, c'est que pendant cette période-là, les premiers experts c'était nous les habitants en fait. En fait, les premiers experts dans toute la matière, c'est nous les habitants, vu que c'est nous qui habitons ces quartiers-là. Et puis là, je pointe vraiment le doigt sur les restrictions budgétaires et à un moment donné où on devrait sucrer les emplois aidés au niveau des associations. Là aussi, là, il y a un vrai problème. Sucrer les emplois aidés, ces restrictions budgétaires, on a tout vu. On a tout vu. Et pour vous dire que même les enseignants faisaient appel aux associations, les enseignants payaient de leur poche des denrées alimentaires pour pouvoir être distribuées. Vous vous rendez compte? Pour vous dire qu'à quel point c'était vraiment une catastrophe au niveau nourriture. Des nouveaux pauvres sont apparus. Des nouveaux pauvres, c'est-à-dire des gens, ceux qui travaillaient, qui avaient des piges. Des piges, c'est-à-dire qu'ils font de l'intermittent. Eux aussi, ils ont tout perdu. Tout ça, c'est des nouveaux pauvres qui sont arrivés. Tout ce qu'on peut dire, c'est que sans l'engagement des bénévoles sur le terrain, pour accompagner les habitants, la situation, je pense qu'elle aurait été plus dramatique. C'est-à-dire que si nous, les habitants humanistes, associations, parce que quand je dis association, je parle d'habitants humanistes, si on n'aurait pas été là, la situation elle aurait été, je pense, elle était catastrophique, mais elle aurait été pire. Et encore, c'est pas fini, parce qu'on ne sait pas la prochaine épidémie, ce que sera. Bon, je vais parler avec des pincettes. J'espère que ce sera fini. Je vais pointer aussi le doigt sur la ville. Nous, on s'est mis en réseau automatiquement, directement. C'est-à-dire que les associations
on s'est organisé, on s'est mis en réseau automatiquement via un groupe WhatsApp. Chaque membre associatif rentrait directement dans le groupe WhatsApp et on disait, tac, il y a une palette à les récupérer, c'est pour tel quartier, tel quartier. C'est après que la ville est arrivée, est venue à notre rencontre et qui nous a dit à un moment donné, vous ne pouvez plus faire de distribution dehors, on vous met à disposition l'antenne jeunesse. Donc nos distributions, jusqu'à présent, on les continue à l'antenne jeunesse. Ils nous ont mis en réseau, c'est-à-dire que la ville voulait nous mettre on réussit à nous mettre en réseau parce qu'une fois par semaine, on faisait des visioconférences avec la ville qui voulait savoir comment on a les denrées alimentaires, comment se passait l'organisation. Ils nous ont donné un coup de main quand même au niveau logistique qui est venu largement tard parce que nous, on s'y est pris tôt directement sur le terrain. Mais au niveau logistique, ça a été quand même, ça a été. Ce que je peux dire, c'est que la crise a montré la question des... Je reparle encore des emplois aidés parce que dans les associations, ils veulent les sucrer. L'organisation, l'auto-organisation dans les quartiers populaires, je pense qu'elle a été instaurée normalement, vu l'immigration. Moi, je pense que déjà mes parents, à l'époque, ils avaient déjà leur auto-organisation. Ils sont venus avec leur auto-organisation dans les quartiers qui nous ont transmis. Donc je pense que c'est pour ça, nous qui sommes des quartiers populaires, nous avons réussi automatiquement, une semaine après le déclenchement du confinement, à se mettre directement en réseau. On n'a pas attendu que l'État nous dise non, vous devez faire ceci, faire cela. Non, automatiquement, nous, on a lancé directement l'appel pour les masques. Directement, on a eu les denrées alimentaires via un réseau. C'est même pas via un réseau, c'est via des amis. Un ami connaît un ami connaît un ami, et puis à partir de là, on peut faire des bonnes distributions. Alors, moi, je peux faire juste un constat. Les nouveaux pauvres, ce qui reste de la classe moyenne, je ne sais même plus s'il y a classe moyenne, classe pauvre, plusieurs classes émergent. La question des épiceries solidaires, faut-il revoir les épiceries solidaires, refaire les épiceries solidaires? Je ne sais pas, mais il faut revoir ce système-là. La question de la fracture numérique, il y a un vrai problème à la fracture numérique. Est-ce que les tablettes, les ordinateurs sont distribués correctement pour les habitants? Et on peut donner une tablette, on peut donner un ordinateur, la cartouche reste chère. C'est pour ça que je dis revoir les épiceries solidaires. Épiceries solidaires dit alimentation, mais on peut inclure papier, crayon, tout ce qui est fourniture scolaire à l'intérieur. Ça n'existe pas, je pense, dans le 93. Et le dernier point, il faudra un rééquilibrage de la banlieue, Paris, province, à tout niveau. Là, je vois qu'à Paris, il y a le pass Navigo gratuit pour les petits jeunes. Nous aussi, dans les banlieues, on a des petits jeunes. Ce serait bien aussi qu'ils aient leur pass Navigo gratuit, en sachant que plusieurs familles ont encore la tête sous l'eau et c'est pas fini encore. Voilà. Encore des structures fermées, la CAF, maison de projet, maison de droit et de justice, préfecture inaccessible. Je ne sais pas si celle de Bobigny, elle est toujours ouverte, mais je crois qu'elle est toujours inaccessible ou elle travaille en télétravail. Je ne sais pas. Le but, c'est de ne pas tenir les habitants dans la précarité constante. Non, non, non. Le but, au contraire, c'est de trouver un moyen de s'en sortir. Et aussi, il est important de transmettre son savoir. Important. Les ados, ils ont vu cette crise. Eux aussi, il faut qu'ils en tirent des conséquences. Il faut qu'ils en tirent des conséquences pour un réveil citoyen positif. Voilà. L'expérience de Django exprimée par rapport à cette association citoyenne de Front-Voisin, on a à l'échelle nationale vraiment tous autour de nous vécu ces réseaux d'entraide citoyenne. C'est véritablement ce qui a permis, comme tu le disais, de tenir le pays pendant la durée du Covid. Ça s'est développé partout. Et cette interpellation des collectivités locales, alors elle est marrante d'une certaine manière parce qu'on sent qu'il y a une seule institution qui est interpellée, c'est la collectivité locale. Personne n'a même cherché à aller interpeller l'État tant il a été absent de cette crise.
Donc du coup, tout le monde s'est dit, bah voilà, la seule institution qui existe, c'est l'institution locale et c'est les collectivités, les municipalités. Bah, Asdine, alors comment avons-nous répondu? Voilà, quelques mots. Alors bon, j'ai la malchance d'intervenir comme dernier intervenant parce que vous avez dit des choses très intéressantes les unes et les autres. Donc je risque certainement de reprendre un certain nombre de vos propos. D'abord, en profiter pour vous dire que vraiment je suis ravi d'être parmi vous ici aux universités d'été de la France Insoumise, aux amphis, comme vous les appelez. Et je voudrais remercier tout particulièrement Eric Coquerel, donc mon ami et camarade Eric, qui me donne cette occasion d'être parmi vous aujourd'hui avec Nastéo et puis Karim. Donc voilà, c'est vraiment un grand plaisir, même s'il a fallu se réveiller très tôt, mais tant mieux, et je suis vraiment ravi d'être parmi vous et de partager cette belle journée ensemble. Je voudrais voilà, peut-être apporter mon témoignage d'élu local, de maire, et l'expérience, je dirais, somme toute modeste et importante que l'on a pu mener sur Stein. Ça va certainement un petit peu trancher avec ce que vous avez pu dire, que ce soit à Nanterre ou à Saint-Denis. Et puis après, je donnerai peut-être à la fin de mon intervention, je donnerai peut-être aussi deux, trois pistes de réflexion. Je vais vous dire très franchement, dès qu'il y a eu le début de la crise sanitaire dans le pays, à ce temps, on ne s'est même pas posé la question, on ne s'est pas cassé la tête, on s'est dit comment on se met en ordre de bataille pour être auprès de nos habitants. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout cassé la tête, moi le premier en tant que maire, à savoir qui fait quoi, qui va faire quoi, association, collectif, élus, etc. Donc dès le départ, j'ai lancé un appel à l'ensemble des collectifs, des habitants, des associations, et bien évidemment, j'ai demandé aux élus. Il se trouve qu'à Stein, on a passé le premier tour, donc on n'avait pas, on va dire quelque part, la pression ou autre. On avait déjà l'équipe qui était déjà, on va dire, constituée, même s'il n'y a pas l'installation du conseil municipal. Donc j'ai directement demandé, on se met en ordre de bataille pour être aux côtés des habitants, aux côtés des collectifs, aux côtés des associations, pour affronter cette crise sanitaire dont on savait déjà qu'elle allait être terrible dans nos territoires populaires, et c'est important de le dire, et je vais revenir tout à l'heure sur la question des discriminations, des inégalités. On savait que ça allait être terrible dans nos territoires, et en particulier à Stein et en Seine-Saint-Denis. Donc c'est vrai que là, il ne fallait pas avoir d'état d'âme, il fallait se mettre directement au combat. Et tout simplement, j'entendais tout à l'heure un petit peu les remarques. Je ne me suis pas posé la question comme élu. Je pars du principe que je suis un élu, mais je suis aussi un militant, donc je suis un élu militant. Certainement que d'autres élus ont préféré faire le choix d'être élu gestionnaire. Et évidemment, quand on est élu gestionnaire, on n'appréhende pas de la même manière cette crise sanitaire et les inégalités et discriminations qu'on peut, je dirais, voir émerger dans nos territoires. Quand on est élu, on est aussi avant tout militant, même si on n'est pas forcément membre d'une association, mais on est aussi militant. Donc on a affronté directement, je dirais, à bras-le-corps cette crise sanitaire. Ça a été terrible, les dégâts ont été importants en Seine-Saint-Denis. Je vais vous donner quelques chiffres, par exemple, sur Stein. On a eu 119 décès sur la période de mars, avril, mai 2020. Une très grosse partie des décès sont liés au virus. Et si je fais une comparaison par rapport à mars, avril, mai 2019, 31 décès. Voilà, donc voilà, les chiffres sont clairs. Pour une commune de 40 000 habitants, vous allez me dire 119 décès pour 40 000 habitants, c'est peu, mais c'est énorme quand ils ont été enregistrés, etc. Sans compter les difficultés, la douleur des familles qui n'ont malheureusement pas pu, je dirais, faire le deuil et puis organiser les obsèques comme cela est convenu, y compris pour les familles dont les corps auraient été normalement dû être rapatriés à leur pays d'origine. Donc ça a été extrêmement violent. Et cette crise sanitaire, on a très vite compris que cette crise sanitaire venait, et je pense que pour beaucoup d'entre nous dans cette salle-là, et pas que ceux qui sont issus des quartiers et des territoires populaires, on savait que cette crise sanitaire viendrait se rajouter
à d'autres inégalités extrêmement importantes, et j'y reviendrai à la fin de mon propos, aux inégalités territoriales, aux inégalités face à l'emploi, tu en as parlé, aux discriminations, tu en as cité quelques-unes, et puis je parlerai aussi de discrimination de classe aussi, parce que évidemment c'est dans les territoires populaires, dans les quartiers populaires, et quelle que soit d'ailleurs l'origine, mais c'est là où les habitants ont vraiment morflé, voilà, c'est là où les habitants ont payé très 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 cher. Donc il y a eu un certain nombre, je dirais, d'inégalités qui sont venues s'ajouter à cette crise sanitaire. Et puis à côté de ça, bien évidemment, et ce n'est pas une surprise pour beaucoup d'entre nous, il y a eu un élan de solidarité, comme tu l'as expliqué tout à l'heure à juste titre, et un élan de générosité qui a été extraordinaire. Et ce type d'élan de solidarité, bien évidemment, on va se le dire très franchement, on ne le retrouve pas forcément dans les beaux quartiers, etc. Ça existe dans nos quartiers, là où parfois on cumule des inégalités, on cumule des difficultés importantes, on cumule aussi des formes de violence qui existent dans nos quartiers, mais en même temps, on a cette force dans les quartiers populaires de se mettre, je dirais, très très rapidement en ordre de bataille pour être solidaire, pour aider la famille, pour aider les voisins. Et ça a été extraordinaire. Et c'est certainement une leçon qu'il faudra apprendre pour pouvoir, et c'est là-dessus où on travaille nous aussi sur Stein, c'est comment on travaille l'après-crise sanitaire, même si là on s'oriente très, très rapidement vers une seconde vague, mais comment on travaille sur la durée justement pour faire en sorte que cette solidarité reste, je dirais, un élément majeur et déterminant. Donc ça a été un moment très important avec la conjugaison du travail des collectifs, des associations, des services publics et en particulier bien évidemment des services municipaux. Et puis à côté de ça, je partage un peu le constat, on a eu beaucoup de contacts avec les services de la préfecture. Et là-dessus, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, on a plutôt eu une sous-préfète, enfin je vois sur mon arrondissement une sous-préfète et puis quelque part un préfet qui était peut-être un peu plus attentif sur un certain nombre de situations et en particulier sur la question de la santé publique. Mais bon, on va se le dire très franchement, ils étaient assez attentifs parce que leur responsabilité était aussi engagée aussi. Et ça, faut se le dire. Et je ne remets pas du tout la responsabilité sur les agents des services de la préfecture, mais force est de constater que, et tu l'as dit je crois tout à l'heure, quelque part on a été totalement abandonné. Alors bon, là-dessus, vous me direz, on est un peu habitué à être un petit peu abandonné. Ça n'est pas d'aujourd'hui, on n'a pas attendu la crise sanitaire pour s'apercevoir que l'État était plus que défaillant, et en tous les cas, la gestion de l'État a été calamiteuse et a été terrible pour nos quartiers populaires. Et ça, on l'a senti de manière très forte, parce que il a fallu se démerder avec les moyens que nous avons. Sur le budget municipal, j'ai dû très rapidement débloquer des sommes extrêmement importantes pour accompagner et soutenir l'ensemble des familles, etc., sur la ville. Donc ça, c'était aussi un engagement, on va dire, municipal. On a fait appel, comme ça a été fait d'ailleurs à Saint-Denis, à Sevran, dans d'autres villes, on a fait appel à des dons d'entreprises qui ont vraiment joué le jeu là-dessus, des entreprises qui ont joué le jeu et qui nous ont totalement aidés pour justement constituer ce qu'on appelle selon les endroits, nous on appelait à Stein les paniers solidaires, plus de 4000 paniers solidaires distribués auprès de la population qui était en besoin, que ce soit des familles, des seniors, à d'autres endroits on appelait ça des colis ou autres. Donc voilà, il y a eu un élan de solidarité très très importante, mais cet élan de solidarité ne doit pas gommer justement la défaillance, l'abandon de l'État, des services de l'État. Je pense qu'il faut être très très vigilant parce que on va certainement avoir une seconde vague, une troisième vague, quatrième vague, je ne sais pas comment, je suis incapable de savoir comment les choses dans l'avenir vont se dérouler. Bien évidemment, l'élan de solidarité sera présente, mais à un moment donné, il faudra mettre l'État face à ses responsabilités. Et ça, ce n'est pas simplement le rôle des élus, c'est, je pense, le rôle, je dirais presque, le rôle collectif et ce type d'événement ici à Valence, avec des militantes et des militants, etc., doit nous interroger sur notre capacité à mener ensemble des combats pour mettre l'État face à ses responsabilités. Donc, fort heureusement, des parlementaires l'ont fait, n'ont pas attendu justement pour qu'on puisse l'exiger, et je pense en particulier à Eric, ont interpellé l'État justement pour dire que c'est des choses qu'on ne peut pas accepter et que l'État devra rendre des comptes
sur sa défaillance et son abandon, en particulier dans les territoires, dans les quartiers populaires. On parlait de discrimination, on parlait d'inégalité. Je voudrais quand même rajouter un mot, et je l'ai très franchement ressenti pendant toute cette période de crise sanitaire, c'est aussi cette forme de mépris qui s'était aussi installée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout début de crise sanitaire, on pointait du doigt les médias, mais vous savez très bien quand les médias pointent du doigt les quartiers populaires en disant c'est dans les quartiers qu'on ne respecte pas les mesures sanitaires, qu'on ne respecte pas la distanciation, etc. On sait très bien que derrière, qui parle, c'est le gouvernement qui voulait quelque part pointer et mettre, je dirais, mettre en accusation les quartiers populaires, les habitants de ces quartiers. Et vraiment, je l'ai ressenti, et je ne suis pas le seul à le ressentir, beaucoup d'habitants, on a vraiment senti cette forme de mépris vis-à-vis des quartiers populaires et des habitants. Et je pense que là, il y a certainement des batailles à mener, il y a certainement à réfléchir que cette crise sanitaire, qui renvoie évidemment d'autres inégalités, que ce soit en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de santé et bien d'autres sujets, doit certainement nous renvoyer à repenser totalement au regard de nouveaux choix politiques qu'il faudra mener face à ce gouvernement qui, en tous les cas, continuera à mépriser les quartiers populaires, à celles et ceux qui représentent les quartiers populaires, que ce soit des collectifs, des associations, des élus. Et je pense que là, il y a une bataille extrêmement importante à mener. Et je voudrais, pour finir dans mon propos, faire quand même le lien. J'ai été à l'initiative en 2018-2019, suite à un rapport parlementaire qui a été effectué justement sur l'abandon de l'État et les inégalités, la rupture d'égalité républicaine dans les territoires populaires. J'ai été à l'initiative en tant que maire, avec d'autres maires, d'un recours contre l'État, où à l'époque on pointait davantage la question de la justice, de la sécurité et de l'éducation. Bien évidemment, on aurait pu aussi rajouter la question de la santé publique, parce que c'est un sujet important. Et je pense, force est de constater, parce que très franchement, les 5 maires qui ont accepté de mener un bras de fer contre l'État sur cette rupture d'égalité, enfin 5 maires, malheureusement, depuis des villes ont vécu une alternance politique, et je ne sais pas ce que décideront les nouveaux maires. Quand on a mené cette bataille-là, bien évidemment, on aurait pu rajouter la question de la santé, et si on l'a fait, on ne l'a pas fait par gaieté de cœur. C'est parce que, justement, dans nos territoires, il y a des inégalités, une rupture d'égalité qui est vraiment insupportable. On le ressent en Seine-Saint-Denis, mais il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis. J'imagine que dans d'autres territoires, que ce soit à Nanterre, que ce soit à Grigny. Donc voilà, je pense qu'il y a certainement une bataille politique à mener, et elle peut être menée avec, et surtout, pour les citoyens avant tout. Et ton propos tout à l'heure m'amène à dire que ça ne peut pas se faire sans les citoyens, sans, je dirais, les habitants eux-mêmes sur le terrain pour mener toutes ces batailles politiques. Voilà. Mais après, j'aurai l'occasion de répondre à vos questions ou à vos remarques. En tous les cas, encore, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Asdine. Donc, je vais réduire mon propos pour permettre le débat, simplement, justement, comme en termes d'ouverture au débat. Voilà, on a été amené dans cette crise et jusqu'à présent à tenir plein de bouts de la chaîne. On dit souvent tenir les 2 bouts, là il y en a eu plus que 2. La question de la participation citoyenne, elle a été exprimée, de l'engagement citoyen, la question aussi pour un certain nombre d'entre nous de la responsabilité institutionnelle dans nos missions d'élus locaux. Et ce que Asdine, tu décrivais pour Stein, effectivement, est de la situation vraiment similaire à celle que nous avons connue à Grigny, avec peut-être par rapport à Saint-Denis, une tradition d'implication de la collectivité plus grande, et puis une situation de crise classique dans notre ville tellement forte que la mairie a très vite organisé en fait l'action d'aide alimentaire, notamment avec les associations. On a été jusqu'à plus de 500 colis jour de distribuer, ça veut dire plus de 3000 par semaine. Et voilà, donc c'était aussi cette responsabilité institutionnelle. Et puis il y a un troisième bout de la chaîne, entre guillemets, qui est la question de l'exigence en direction de l'État. Tu l'as rappelé, Asdine.
Et cette exigence en direction de l'État, elle s'est exprimée dès la durée de la crise. Ça a été le travail notamment mené par les parlementaires. Je tiens, moi, à saluer les parlementaires communistes et insoumis, notamment, qui ont mené le combat. Alors, tu as cité effectivement le cas d'Éric, qui est là encore une fois aujourd'hui. Et il y a eu un vrai travail au niveau parlementaire pour exiger le fait que soient prises en compte des revendications essentielles et immédiates, comme la gratuité des masques, comme la généralisation des tests, comme l'organisation d'un plan de sortie du confinement, qui a été alternatif au plan de sortie complètement ubuesque qui était présenté par le gouvernement, et aussi la prise en compte malheureusement du deuxième effet qui se coule entre guillemets de cette crise, qui est aujourd'hui presque le plus dramatique en devenir, qui est cette crise économique et sociale, qui est née du Covid et dont on a bien conscience, notamment dans les villes populaires, qu'elle va continuer d'aggraver une situation déjà dramatique pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. En plus, dans une situation où on a un gouvernement qui, lui, a décidé tranquillement, dans sa logique néolibérale, capitaliste, individualiste, de faire payer le coût du Covid aux salariats. Donc voilà, c'est la remise en cause des congés payés, c'est le fait de vouloir donner du RTT comme s'il n'y avait pas déjà eu cette implication citoyenne des salariés et leur présence dans leur cadre de travail pendant la durée du Covid. C'est la volonté, pourquoi pas, à terme de créer un impôt Covid qui est toujours dans les nébuleuses de temps en autre, pour participer. On sent bien que ce n'est pas au capital, aux grandes entreprises ou aux banques que l'on va faire payer le coût de la crise, ou en tout cas que la tentation est faite de faire payer le coût de la crise. Donc on va avoir ce combat-là sur cette crise économique et sociale, parce que la réalité alimentaire, la réalité du devenir et de la subsistance des populations, elle est peut-être encore plus dramatique aujourd'hui qu'elle ne l'a été au début du Covid, parce qu'elle est sur la durée, et il y a une aggravation et une continuité. Et par rapport à ça, et j'en termine, il y a un certain nombre d'éléments, de pistes de travail et de revendications qui, à mon sens, sont essentielles à porter aujourd'hui. Des revendications très basiques et très simples. Qu'en est-il aujourd'hui du moratoire sur les loyers ? C'est un élément qui aujourd'hui n'est pas revenu dans l'actualité. On a des offices à HLM à qui on a dit globalement « Allez, regardez au cas par cas si vous pouvez faire des étalements », mais on ne parle pas de ça. On parle de revenus qui n'ont pas été perçus par les populations. Donc on parle de moratoire et de négation de loyer. Qu'en est-il de la question, et ça a été l'occasion d'une conférence hier, qu'en est-il de la question encore plus dramatique aujourd'hui des frais bancaires, avec tout le décrochage, le dévissage d'un certain nombre de foyers, parce qu'il n'y avait plus de revenus. Et que donc il a bien fallu à un moment donné vivre à crédit pour continuer à subsister. Aujourd'hui, rien n'est fait en direction des banques pour obliger à une annulation, à un gel des frais bancaires, à une annulation des frais bancaires pour les accidents de paiement. Qu'en est-il du report des échéances d'emprunts pour celles et ceux qui ont des emprunts à la consommation automobile, immobilier, et qui n'ont pas non plus la possibilité aujourd'hui. Voilà, ça c'est. Qu'en est-il aussi, en termes de revendication, de la sanctuarisation des revenus ? Car il y a toute une part de la population dans les emplois précaires, dans les intérims, dans les contrats partiels, qui n'ont pas perçu leurs revenus. Et donc, à un moment donné, comment Pôle emploi est obligé, comment on arrive à obliger Pôle emploi à assurer une continuité, la CAF d'une part et Pôle emploi, une continuité de sanctuarisation des revenus. Et un dernier élément, d'un point de vue strictement plus politique et institutionnel, et Asdine en a parlé, comment on fait pour que cette action citoyenne et populaire qui s'est déroulée pendant le Covid, eh bien, elle soit traduite dans la représentation de ce pays. Aujourd'hui, pardonnez-moi du terme, parce qu'il fait référence à des exemples historiques qui n'ont pas toujours été heureux, mais on a besoin d'une république sociale et populaire dans ce pays, qui représente à l'échelle du pays ce qu'a été l'action des citoyens lors de ce Covid. Voilà des revendications, voilà des axes d'action, voilà ce qui incombe à des camarades et à des militants de la France Insoumise et des autres partis et des autres mouvements de la gauche réelle. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons aussi avoir toutes et tous en tête dans ces prochaines semaines, ces prochains mois et ces prochaines années. C'est cela que nous avons aussi à construire. Le monde de demain, il sera celui que nous construirons et certainement pas celui que l'on nous donnera ou que le gouvernement nous donnera, parce qu'il sera pire encore.
Si vous avez maintenant des interventions, on est bien sûr en dépassement, hein, comme il se doit, mais on a réussi à maîtriser quand même un petit peu. Je vous propose de prendre 10 interventions. 10 interventions que je vais vous demander de limiter à 2 minutes chacune. C'est la technique Éric Coquerel validée hier lors de sa conférence, que je copie. Et je vais vous demander simplement d'alterner garçon-fille. Voilà, donc allez-y, moi je fais tourner, je fais confiance à votre discipline militante. Tenez les 2 minutes, 10 interventions, un homme, une femme à chaque fois, avec la camarade. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon, ok. J'avais pas forcément de questions à poser, mais c'était juste une remarque pour pouvoir rebondir aux interventions qu'il y avait. Et j'étais totalement concernée par rapport aux inégalités raciales. Par exemple, je suis étudiante au lycée, donc je rentre en première. Et pendant tout le confinement, j'ai pas d'ordinateur chez moi parce qu'on n'avait pas forcément les moyens d'en payer un. Et qu'ensuite, mes parents ne pouvaient pas forcément m'aider pour les cours. Ce qui m'a beaucoup compliqué dans toute la moitié de ma scolarité, limite du coup, de cette année-là. Et c'était très compliqué parce que dans ma classe, j'étais vraiment un des rares cas qui ne pouvait pas être aidé par ses parents en fait, pour les cours. Et ça m'a complètement... mis des bâtons dans les roues en fait cette année, et ça va me mettre des bâtons dans les roues en fait. C'est un fardeau que je vais porter du coup pour l'année prochaine parce que j'ai complètement un programme pas du tout équilibré par rapport aux autres, et du coup j'ai pas du tout été aidée en vrai par rapport. Le lycée s'en battait un peu la race, pour vous dire la vérité. Je vais être franche, je vais pas passer par 4000 chemins. Et ensuite, au conseil de classe, on m'avait dit que je pouvais pas forcément passer là où je voulais parce que j'aurais un trop gros sac à porter. Je me suis battue avec eux pour passer où je voulais. Du coup, l'année prochaine, en gros, je voulais aller en général avec les options que je voulais. Ils disaient ouais, mais non, mais tu pourras pas parce que cette année, ça a été compliqué pour toi, que tu pouvais pas suivre tous les cours, que tu n'étais pas là à toutes les visios. Mais du coup, j'avais pas trop le choix. Mais je me suis battue avec eux. Et au final, ça va, j'ai réussi à aller où je voulais. Et donc, voilà, ça c'est un truc qui est un peu... je trouve qu'il y a peu de personnes qui en parlent et qui sont quand même dans le déni par rapport à ça, alors que pourtant, je ne suis pas du tout la seule dans ce cas-là et que je pense que plusieurs étudiants, lycéennes et lycéens et collégiennes et collégiens, plusieurs étudiants en fait, ont un fardeau et vont avoir un fardeau l'année prochaine par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas pu suivre les cours, parce qu'ils n'ont pas eu d'aide à la maison et que du coup on est dans notre merde et on va être seul et on va galérer et puis de toute façon qui va nous écouter l'année prochaine parce que les profs ils en ont un peu rien à foutre, la plupart on a un peu rien à foutre dans mon lycée en tout cas de mon état ou de ma galère, du coup go me démerder toute seule. Et qu'ensuite par rapport aux personnes qui ne pouvaient pas forcément qui n'avaient pas forcément de masque. Ah oui, voilà, les médias qui étaient totalement en train de pointer les quartiers pop en disant que c'était de leur faute si la pandémie était en train de tourner, alors que MDR, ils sont un peu dans le déni eux aussi. Pas les quartiers pop, les médias. Et que du coup, sachant que... je suis désolée, mais apparemment, une personne qui n'a pas d'attestation parce qu'elle n'a pas d'imprimante ou pas de téléphone, ça a l'air plus grave que les procès criminels que nous portons du coup, à la police. Donc, je vais être obligée de t'interrompre, très cher. Ah merde, je suis désolée. Mais en gros, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Absolument. Mais voilà. Merci beaucoup. Ouais, donc Éric Coquerel, député France Insoumise, d'abord bravo parce que c'était une super tribune qui montre bien que quand on a la réflexion et l'action, ça donne des interventions intéressantes. Rapidement, sur les 2 minutes, moi je crois, c'est une porte ouverte que de dire qu'en réalité, l'épidémie, c'est un révélateur, un amplificateur des crises inégalitaires. Je ne vais pas répéter les exemples qui ont été donnés, mais je pense qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, au niveau de la santé, on doit aussi malheureusement avoir le record, par exemple, de personnes mortes chez elles. Voilà, parce que qui n'avaient pas accès à des médecins, eux-mêmes médecins qui parfois n'avaient pas, souvent même pas de masque pour intervenir et qui, du fait du manque de lits dans les hôpitaux, ont été amenés finalement à supporter cette maladie chez eux et à disparaître chez eux. C'est vrai aussi sur la question des déplacements, des transports. Hein, c'est pas la même chose qu'on est obligé d'aller travailler. On s'est aperçu très vite, par exemple, au niveau de la Seine-Saint-Denis, que les gens devaient, pour aller bosser, continuer à circuler. C'est vrai au niveau du travail. Et avec quand même un élément qui a été éclairant, c'est qu'on s'aperçoit que dans cette société,
les métiers les véritablement indispensables, ceux sans lesquels il n'y a plus de vie du tout, sont inversement proportionnels au niveau des salaires et de la précarité des gens. Et je ne parle même pas là du nombre de sans-papiers qui ont continué à agir et à faire en sorte que ce pays survive, etc. Autoritaire, ça a été dit. En Seine-Saint-Denis, le préfet a expliqué que, contrairement à ce que disaient les médias, les gens avaient été d'un civisme assez extraordinaire. Et pourtant, il y a eu 3 fois plus d'amendes qu'ont été que, par exemple, à Paris. Bon, c'est aussi des éléments. Je vais pas aller très vite, je voudrais juste avoir une réflexion globale. Moi, je ne crois pas que ça soit la crise du Covid. C'est la crise du libéralisme, qui a tellement affaibli l'État, la santé, qu'une crise épidémique s'est révélée avec l'ampleur qui fait qu'effectivement, comme Adeline l'a dit, on se retrouve, je reprends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, avec des associations qui sont intervenues, qui d'habitude agissent dans les pays pauvres. Agir contre la faim est intervenu en Seine-Saint-Denis parce qu'à un moment donné, et le préfet au moins a eu l'intelligence de tirer la sonnette d'alarme, c'était effectivement le risque d'une crise de la faim qui amenait des gens à mourir de faim. Bon, donc je crois que c'est ça le problème qui se pose. Et disons-le, moi ça ne me rassure pas sur la suite. Parce que si la crise avait été globale en France, le nombre de territoires qui vivent les mêmes inégalités, y compris dans les zones rurales, je pense que tout aurait craqué. Bon, ça révèle qu'à force d'affaiblir l'État, à force d'affaiblir le bien commun, eh bien, à un moment donné, on arrive paradoxalement à ce que la 5e ou 6e puissance économique au monde se retrouve quasiment incapable de faire face à une crise. Et de ce point de vue-là, je termine là-dessus, les réponses que commence à donner Macron, qui serait l'idée de dire un espèce de girondisme, où on dévolue finalement, soi-disant, à des collectivités qu'on prive par ailleurs de moyens, le fait de garantir justement ce que jusqu'à maintenant garantissait l'État, moi m'inquiète. Et je crois que ça révèle une chose de plus. Au lieu de parler de reconquête républicaine dans les quartiers populaires, dans les endroits les plus défavorisés, il faudrait plutôt parler de garantie de la République, de droit à la République pour tous. Et là, on en est loin. C'est ce que cette crise, à mon avis, a révélé. Merci, Eric. Camarade. Oui. Pour 2 minutes, merci de tenir vos temps de parole si on veut pouvoir tous intervenir. Oui, merci beaucoup. C'était effectivement passionnant et bon, on connaissait beaucoup de choses, mais là, on a eu une synthèse complémentaire et c'était vraiment très utile. Moi, je voudrais revenir sur un des aspects qui a été surtout soulevé par Adeline, c'est les personnes qu'on a vues en plus grande vulnérabilité, c'est-à-dire les personnes en situation irrégulière, auxquelles aussi on peut rajouter les travailleurs du sexe quand ils sont en plus en situation irrégulière. Parce qu'à la question du travail, à la question de l'accès aux soins, il y avait aussi la crainte de sortir et de se faire arrêter, voire agresser, voire renvoyer, etc. Et ma question, c'est quid de la régularisation des personnes en situation irrégulière ? On a vu que leur travail avait été essentiel alors qu'ils prenaient des risques à la fois sanitaires et de se faire arrêter. Et donc là, il y a vraiment une question majeure, au moins temporaire, quand il y a ce sorte de crise. Voilà, merci beaucoup. Donc, notre camarade syndicaliste des banques. Oui, bonjour, Bernard Dantec, je suis de la CGT Caisse d'épargne. Je voulais juste intervenir déjà dans le cadre du milieu du travail. Il faut savoir que le CSE, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est ce qui a remplacé le délégué du personnel, le comité d'entreprise, et qui a conduit à la suppression des CHSCT dans les entreprises, a été, dans le cadre du Covid, une catastrophe. On n'a pas pu discuter avec les employeurs pour essayer de mettre en place des dispositifs assez performants, en tout cas au niveau où nous on estimait qu'ils devaient être. Et on n'a pas réussi à avoir non plus, et toujours pas aujourd'hui, d'informations dès lors que l'employeur avait connaissance d'une personne affectée ou touchée par le Covid. Ce qui fait que ça a généré un certain nombre de problèmes. Il a fallu qu'on utilise la manière forte, c'est-à-dire le droit d'alerte. Et encore là même, ils n'ont pas respecté les dispositifs légaux. Donc ça a été très très compliqué. Une des mesures, hein, ça serait le retour effectivement au CHSCT au moins, mais à d'autres dispositifs, et puis bien sûr la dépénalisation du militantisme syndical. Il y a un autre aspect qui n'a pas été évoqué dans le cas du Covid, c'est tout l'aspect des personnes en situation de handicap. Et là, à ce moment-là, je peux vous dire que dans tous les centres d'accueil de personnes handicapées, ça a posé de gros soucis, soit d'accueil de ces personnes-là, soit des accompagnants, des parents de ces personnes adultes ou enfants en situation de grave handicap. Et ça n'a pas été du tout évoqué, parlé, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils sont dans la nature. Et même, je veux dire, moi, en tant que malvoyant ou non-voyant,
C'est vrai qu'il y a des fois, j'ai entendu des témoignages de copains par rapport à la distanciation, c'est quand même pas terrible, quoi. Enfin, voilà, bref, les 1 mètre, quand vous y voyez pas bien, c'est pas facile à gérer. Donc voilà, il y a ces sujets-là qui n'ont pas été gérés. Et je crois que je voulais en terminer là-dessus. Hein. Puis comme disait Coluche, hein, vous savez, hein, si vous êtes handicapé, si vous êtes malade, si vous êtes petit, gros, et en plus si vous êtes noir, vous n'y arriverez pas, quoi. Et c'est un peu ça l'histoire, malheureusement. Et c'est bon, c'est la pointe d'humour. Et notre défunt Coluche, que j'aimais beaucoup, malheureusement, aurait aujourd'hui encore raison, quoi. Voilà, merci à tous. Et vive la lutte! Bonjour, je me présente, je suis Ghislaine, syndicaliste et auxiliaire de vie. Je voulais un peu vous donner mon témoignage de ce qui s'est passé pendant le Covid. Et après aussi, je vais essayer d'aller très vite. Au départ, le bureau était fermé. On s'est retrouvés toutes comme ça. Les filles me téléphonaient, Ghislaine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, notre directrice, notre chef d'agence était en dépression. Il y avait une petite jeune fille au bureau, enfin en télétravail. On demandait des masques. Elle disait non, on n'a rien reçu. Les filles me téléphonaient, on s'est débrouillé. Il y a eu une certaine solidarité. Le truc positif, c'est qu'il y avait une certaine solidarité entre nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, les filles qui travaillent, on va essayer de s'organiser. Moi, j'avais des masques parce que avec les manifs des Gilets jaunes, donc j'en avais quand même pas mal. On s'est un peu aidé avec les masques. Et après le Covid, je vais dire ça rapidement, après le Covid, on a demandé un rendez-vous avec le directeur. On lui a dit, bon, écoutez, ce qui serait bien, c'est qu'on ait une petite compensation et tout ça. Il nous a dit non. Carrément, il nous a dit non, c'est pas possible. J'ai fait, ah bon, il y avait la directrice financière à côté. J'ai dit, mais écoutez, vous avez les financiers à côté, négociez. C'est votre boulot de négocier pour qu'on ait quelque chose, les filles. Il nous a dit, non, c'est pas possible. Voilà. Bon, il nous a dit, mais sa seul argument, c'était, on vous a quand même maintenu vos salaires. J'ai fait, c'est le minimum que vous puissiez faire. J'ai fait comme ça. En 30 ans, nous, les auxiliaires de vie, on n'a eu aucune compensation, rien. On a eu que le minimum syndical de ce qu'on devait être payé. Ensuite, j'ai dit quand même... Camarade, je vais vraiment t'obliger. Dommage. Oui, merci. Dommage. Merci à toi. Bonjour, c'est bon, on m'entend. Moi, je suis Mehmet, je viens de la ville de Bondji. Je suis étudiant à l'université Paris 8 à Saint-Denis et je suis membre de l'association Kidam. Alors, d'abord, merci pour vos interventions. C'est assez intéressant de voir comment des responsables associatifs ou des élus ou vos témoignages là de comment on a vécu, comment vous avez vécu cette période de Covid et comment en fait on se rend compte que dans les territoires populaires, comment ça a été très compliqué et on a été complètement abandonné. Donc évidemment qu'à Bondji, on a eu aussi toutes ces initiatives d'entraide, etc. Notamment nous, à Bondji, on a eu les jeunes qui ont pris en main, que ce soit sur la nourriture et d'autres questions. Je voudrais revenir un peu sur, même s'il y a certains députés qui l'ont pointé pendant la période, des gens qui ont été confrontés en fait au Covid parce qu'ils étaient obligés, notamment ceux qui ont travaillé en fait. Les jeunes qui ont des emplois précaires, notamment les sans-papiers qui ont dû continuer à bosser ou qui ont perdu leur emploi. Moi par exemple, mon père, quand Macron nous a demandé de nous confiner, les 3 premières semaines, il était encore sur les chantiers en train de bosser. Parce qu'il y a des factures à payer, il y a le loyer, il y a toutes les autres factures. Et la situation, malgré que la première phase est terminée, elle est extrêmement critique, notamment à Bondji. Nous, on le voit sur la question des loyers, toutes les pressions qu'on met sur les habitants, de tous les offices, etc. Donc, merci d'avoir soulevé cette question du logement, parce qu'elle est essentielle. Et moi, ce que je voulais en fait poser comme question, et c'était un peu sur la suite en fait, parce qu'il y a une rentrée scolaire qui arrive. Hier, il y a le ministre de l'Éducation qui a annoncé que les masques ne vont pas être fournis par l'État. Vraiment, cette question en fait, de ce putain de masque, en fait, c'est une question essentielle qui doit être au centre.
parce que ça commence à vraiment peser sur des familles. Et je vois même malheureusement des nôtres... c'est fini ? Non, en fait, je vais poser ma question précise à monsieur le maire. En fait, je crois que dans votre ville, à Stains, vous avez obligé à mettre le masque partout. Je voudrais savoir en fait comment vous allez faire avec un État qui vous a abandonné et votre population en fait à Stains qui ressemble à celle de Bondy. Comment vous allez faire en sorte que tous les habitants de Stains ont un masque. Voilà. Alors, on va prendre juste 2 dernières interventions, on est déjà en dépassement, et je vais vous proposer en fait que les réponses, on les fasse dehors. Parce qu'on va libérer la salle. Donc 2 dernières interventions, une camarade femme, un camarade homme. Et après, on finit dehors pour ceux qui ont... voilà, pour... Alors, les masques seront distribués gratuitement. Je l'ai déjà fait dans un premier temps. J'ai distribué pratiquement presque 50 000 masques. Et on organise une seconde vague de distribution de masques gratuits. Et il faut se battre en tous les cas pour exiger de la part de l'État à ce que les masques soient gratuits. C'est-à-dire que si moi j'ai souhaité mettre en place un arrêté obligeant le port du masque, bien évidemment l'alternative c'est de mettre à disposition des masques gratuits pour toute la population. Et ça va démarrer, là ça a démarré ces prochains jours et déjà pas mal d'habitants nous ont sollicité pour les masques. Donc voilà, c'est aussi une mesure sociale, de justice sociale là, qui est menée. Alors moi, je m'appelle Sandra, je viens du Sud-Ouest, je suis élue dans l'opposition, dans une ville, sur une terre de mission à droite. Ce que j'avais envie de dire, c'est que la crise sanitaire, elle a un petit peu bon dos aussi. On sait bien que la crise sociale était déjà là. Je ne vais pas faire le topo sur toutes les manifestations qu'il y avait. Une année difficile 2019, 2018 difficile, les gilets jaunes dans la rue, etc. Nous avions également les Nuits debout, toute cette population qui essaye et qui finalement a été bâillonnée toutes ces dernières années. Et d'ailleurs, nous le sommes aussi avec ces sacrés masques qui, malheureusement, on est tenu de les avoir. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Moi, c'est la question des libertés que j'ai envie de poser. Parce qu'aujourd'hui, comment on va faire pour se mobiliser? Je suis aussi secrétaire du syndicat au département. C'est compliqué. Tout le monde est muselé. On est en difficulté aussi pour se mobiliser, aller revendiquer dans la rue, puisqu'on n'a plus le droit quasiment de sortir. On avait une attestation, on a été infantilisé au possible. Moi, c'est vraiment la question des libertés qui me pèse, et il va falloir que l'on trouve des formes d'action pour sortir. Parce que, évidemment, c'est les plus vulnérables qui ont été touchés avec la crise du Covid qui n'est pas terminée. Mais j'ai envie de dire que la crise sociale existait déjà, la crise politique existait déjà, la crise du politique et de la politique existait déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Avec une abstention à un taux record pour des élections municipales et demain d'autres élections départementales et régionales, dont la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, parce que quand j'ai fait campagne pour ces municipales, j'ai beaucoup interrogé, la crise du Covid n'était pas encore là, et les gens à 80% me disaient qu'ils n'iraient pas voter. Et ensuite, il y a eu le Covid, donc depuis de décembre à mars, les gens à 80% disaient qu'ils n'allaient pas voter. Voilà, merci. Dernière intervention. Merci. Bonjour à tout le monde et merci pour l'échange. Éric Maurice, je suis élu local à La Courneuve dans le 93 et aussi vice-président en pleine commune maintenant. Voilà, moi à la fois sur la situation Covid qui confronte évidemment la population, j'ai envie de dire que Macron, il est en guerre, d'ailleurs il l'a dit, et à mon point de vue, pour le Covid, mais pas que. Et d'ailleurs, il modifie, il change structurellement notre société parce qu'il est contre les solidarités. Et évidemment, ça tape d'abord sur les villes qui font ce lien social avec les associations, voire il en privatise les activités parce qu'il a une volonté de modifier l'organisation de nos vies. Et c'est vrai que les batailles qu'on a menées au niveau local, comme à La Courneuve, Stains, etc., nous, c'est 30 tonnes, avec 3 fois par jour, de distribution de fruits et légumes qu'on a fait sur la ville. Et ça, c'est évidemment un engagement résolu de la municipalité. Mais au-delà de ça, moi, je parle du diagnostic où, à la fois, c'était développé. Dans notre territoire, on a 20% des moyens que ont les autres villes. Voilà, concrètement, c'est divisé par 5 par rapport à Paris, que ce soit sur la santé, la police, les moyens pour nos collectivités. Et donc, avec ces moyens
qui nous reste, entre guillemets, il faut faire du lien. En plus, on est sous le contrôle des préfets, que si on dépasse les budgets, ça tape. Et donc, ça ramène, moi, à ce sujet qui est primordial, parce que sinon, que ça soit à Saint-Denis, Aubervilliers, que je connais bien, s'il n'y a pas ce lien, ce travail ensemble sur des projets comme l'a fait Asdin ou Gilles Poux à La Courneuve, où ils sont passés à 64% quand même au premier tour, c'est nécessairement par des projets politiques travaillés ensemble et en amont pour éviter du travail d'appareil en finalité, etc. Et pour faire ça, ça nécessite d'être travaillé ensemble et pas côte à côte, parce que sinon, on n'en sortira pas. Et c'est la droite, voire des sensibilités de droite qu'on peut imaginer comme à Saint-Denis. Et ça, ce travail-là, il est nécessairement collectif et nécessite aussi une implication de chacune et chacun. Merci, camarades. Je vous remercie à toutes et tous pour cette conférence qui, bien évidemment, n'a pas fait l'exégèse de ce qu'il y avait à discuter sur ce sujet. On peut continuer l'échange à l'extérieur en sortant par la petite porte là. Et en tout état de cause, que chacun ait bien en tête que le combat continue encore plus fortement sur cette question.